Bonjour à tous, bienvenue à ma soutenance de thèse sur le sujet intitulé Mélanger les espèces pour produire des services écosystémiques, co-conception d'un prototype d'outils, d'intégration et de partage de connaissances scientifiques et empiriques en mobilisant les concepts de l'écologie fonctionnelle. J'ai mené cette thèse au sein de l'UMR Agronomie sous la direction de Muriel Valentin-Morison, de la co-direction de Safia Médienne, du co-encadrement de Raphaël Pau et de la supervision de Joram Labrouche. Nous sommes partis du constat que l'agriculture a beaucoup changé depuis un demi-siècle avec une intensification qui a eu, qui a eu différentes conséquences, dont l'une des conséquences est la simplification des systèmes de culture. Avec comme exemple, on sait qu'aujourd'hui, le blé représente 55% des surfaces en céréales et le colza 53% des surfaces en oléagineux. Et, une autre conséquence de cette intensification est liée à tout ce qui est impact sur au niveau environnemental, notamment avec une augmentation des gaz à des gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols et la pollution des eaux. Pour répondre à ces différents impacts environnementaux, plusieurs travaux ont mis en avant le fait de rediversifier les systèmes de culture pour ne plus dépendre de ces intrants pour la production, mais de se baser sur le fonctionnement naturel des écosystèmes pour cette production. Et donc, la diversification des cultures, elle se manifeste à différentes échelles. On a la diversification à l'échelle temporelle, on a aussi la diversification à l'échelle spatiale. La diversification à l'échelle temporelle, c'est notamment lorsqu'on fait plusieurs cultures sur une même année ou lorsqu'on allonge les rotations. Ça, c'est la diversification que l'on peut constater à l'échelle temporelle. Mais on a aussi la diversification à l'échelle spatiale qui va se manifester notamment par le fait de cultiver plusieurs espèces dans le même champ en même temps. C'est notamment tout ce qui est association d'espèces et mélange d'espèces. Et dans le cadre de ma thèse, moi, je m'intéresse au mélange d'espèces et aux cultures annuelles. Donc, je ne m'intéresserai pas à tout ce qui est agroforesterie et culture pérenne. Et cette diversification a été identifiée comme, je vous l'ai dit, intéressante pour, produire de façon plus sainement aujourd'hui. Et il y a un papier intéressant de Michel Duru qui met en avant le lien entre augmenter la diversité et les services écosystémiques que l'on peut avoir. Donc, la boîte du haut en marron représente en fait l'agriculture actuelle avec toutes ses limites. Et en augmentant le nombre d'espèces dans un agroécosystème, on augmente la diversité biologique et fonctionnelle de cet agroécosystème, ce qui permet en fait de rendre un certain nombre de services écosystémiques et produire en se basant sur ces services écosystémiques permet de réduire l'utilisation des intrants externes, donc les pesticides et les engrais de synthèse. On se pose alors la question de si la diversification apporte et les mélanges d'espèces apportent autant de bénéfices, pourquoi alors on a du mal à développer les mélanges d'espèces? Parce qu'en fait, en mettant en place un mélange d'espèces, on a un certain nombre d'interactions qui sont mises en avant, donc qui sont plus facilement gérables lorsqu'on a une espèce seule, mais lorsqu'on a plusieurs espèces, on a des phénomènes tels que la compétition, la facilitation, l'allélopathie qui peuvent intervenir. Et donc, on a du mal à savoir quelle espèce on mélange avec quelle autre espèce pour obtenir quel service écosystémique. Donc, il y a la notion des règles d'assemblage qui apparaît. Donc, comment on assemble les espèces pour pouvoir rendre un service écosystémique donné. Et, euh, et donc, pour pouvoir répondre à cet enjeu de choix des espèces, il y a diverses méthodes qui sont possibles. Donc, la méthode habituelle que l'on utilise aujourd'hui, c'est l'approche taxonomique, qui est une approche qui est basée sur la classification des plantes, qui est la classification en espèces, genre, famille et autres, et qui permet en fait de décrire la composition des agroécosystèmes. À côté de cela, nous avons l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle qui est basée sur les traits des plantes. Les traits des plantes, c'est tout ce qui est caractéristiques morphologiques, phénologiques et physiologiques des plantes. Et cette diversité fonctionnelle, ces traits fonctionnels permettent en fait de décrire les individus par leur fonction dans l'agroécosystème et donc de les décrire par leur rôle. Un exemple, c'est par exemple lorsqu'on prend une légumineuse.
Une légumineuse, on peut avoir une légumineuse qui est basse, donc le pois, et une légumineuse qui a le mimosa, qui est un arbre. Et ces deux espèces sont totalement différentes du point de vue morphologique, mais du point de vue de leur famille, on se dirait que c'est les mêmes. Donc, dans l'approche taxonomique, on n'arriverait pas à capter cette diversité, mais dans l'approche fonctionnelle, on arriverait à capter cette diversité fonctionnelle que l'on observe par leur morphologie. Et donc, dans ma thèse, je propose donc de mobiliser cette approche fonctionnelle pour aider au choix des espèces que l'on peut mélanger pour atteindre un service écosystémique. Et plus précisément, il y a une approche fonctionnelle qui a été décrite et qui est l'approche très fonction-service, qui est une approche assez particulière de l'approche fonctionnelle, qui part des traits des plantes, donc le type de fleur, la surface foliaire, la hauteur, la vitesse de croissance, et qui permet en fait de faire le lien avec les fonctions que l'on peut avoir dans un agroécosystème. Et à partir de ces fonctions, on peut aboutir au service écosystémique que l'on rencontre dans cet agroécosystème. Et donc, concrètement, dans ma thèse, comment moi je vais décortiquer ça? Je vais partir d'un service écosystémique donné. Je vais identifier les fonctions qui permettent de rendre ce service écosystémique. Après, j'identifier les traits fonctionnels qui permettent de remplir ces fonctions. Et tout ceci, en fait, est soumis aux conditions de l'environnement et des pratiques agricoles. Et donc, j'identifierai aussi quelles sont les pratiques agricoles et les conditions de l'environnement qui vont impacter ces fonctions pour la réalisation de ce service écosystémique. Et donc, l'objectif de ma thèse est de proposer une méthode générique de conception des mélanges d'espèces basée sur une approche d'écologie fonctionnelle prenant en compte les conditions locales et les services écosystémiques recherchés. Il y a un objectif opérationnel qui est de concevoir un outil à la base, en se basant sur les connaissances que nous allons produire, un outil qui serait accessible aux acteurs. Au vu de l'objectif scientifique et de l'objectif opérationnel, je vais mobiliser un certain nombre d'informations, de données au cours de ma thèse, ce qui fait que je vais agréger et hybrider différents types de connaissances, des connaissances scientifiques, mais aussi des connaissances empiriques. En termes de démarche, nous avons commencé par un chapitre, le chapitre 1, qui est un chapitre qui se base sur un outil aujourd'hui qui existe déjà, qui est l'outil CAPS, Colza associé à des plans de service, et qui est basé sur une approche fonctionnelle. Et nous nous sommes basés sur cet outil-là pour comprendre déjà comment fonctionnait l'approche fonctionnelle et comment on pouvait l'utiliser pour concevoir des plans de service qu'on associe à une autre espèce. Après ce premier chapitre, dans le deuxième chapitre, nous avons voulu voir ce qui se passait aujourd'hui en termes de mélange d'espèces, mais aussi en termes de services écosystémiques rendus. Et en chapitre 3, lorsque nous avons fait l'état des lieux sur les connaissances en termes de diversité de mélange et de services écosystémiques, nous avons voulu comprendre comment les espèces se comportaient en mélange. Et après avoir compris comment les espèces se comportaient en mélange, nous avons voulu se baser sur des cas pratiques, notamment en mobilisant une démarche qui est basée qui serait focalisée sur gérer les adventices et recycler l'azote. Et après, toutes ces connaissances que nous avons produites, nous avons voulu les agréger pour construire un outil qui serait disponible pour les praticiens. Le chapitre 1, qui est un chapitre qui nous a permis premièrement de voir que l'approche très fonction-service fonctionnait pour concevoir des mélanges d'espèces. Donc, on l'a vu dans nos travaux. Et ça nous a aussi permis d'identifier des limites à mobiliser pour la construction de l'outil que nous voulons construire dans le cadre de cette thèse. Je ne vous parlerai pas de ce chapitre. Et donc, je vous propose que nous regardions ce que nous avons fait dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, la première question que nous avions, c'était quels sont les mélanges les plus répandus et quels sont les services écosystémiques qui leur sont associés. Et donc, pour répondre à cette question, nous avons regardé dans les travaux ce qui existait et la caractérisation des mélanges aujourd'hui, c'est une thématique qui a déjà été abordée par différents acteurs, mais ces acteurs-là, dans la plupart des cas, étaient focalisés soit sur un type de mélange,
soit des mélanges avec des plantes de service, soit des mélanges céréales légumineuses. Et nous, ce que nous voudrions faire dans ce travail, c'est d'aller au-delà, de regarder la diversité de mélanges sans avoir à se focaliser sur un type de mélange. Et ces différents travaux ont mobilisé pour la plupart du temps une seule démarche. Et nous proposons d'agréger différents types différentes démarches, différentes méthodes pour cette partie. Et donc, pour ce faire, nous avons 3 bases de données. Une première base de données qui est un réseau d'expérimentation chez les agriculteurs qui a été mené dans le cadre d'un projet européen, le projet Remix, de 2010 à 2017 dans 10 pays européens. Une deuxième base de données qui est une enquête qui a été menée auprès des agriculteurs de 2017 à 2018 en France, essentiellement au nord de la France, donc qui regroupait 47 agriculteurs. Et une troisième base de données qui est une revue de la littérature qui a consisté à récupérer des infos dans des papiers scientifiques inférieurs à 2020, ce qui nous a permis de regrouper 140 articles scientifiques. Et donc, pour les 2 premières bases de données, je n'ai pas participé à l'acquisition, à la collecte des données. Et la dernière partie, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la thèse. Donc, en agrégeant ces 3 sources de données, on obtient une base de données avec 577 observations, 78 espèces, 220 mélanges uniques. Et les informations que nous avons collectées étaient des informations liées notamment aux espèces, aux familles, le type d'agriculture, la localisation, les services rendus. Et donc, pour caractériser nos mélanges, nous sommes basés sur des critères, dont le premier critère était le critère de famille. Donc, nous avons regroupé les espèces en grandes familles. Ensuite, le deuxième critère, nous avons regardé le nombre d'espèces qui constituaient un mélange. Et le troisième critère était le type d'agriculture. Les premiers résultats nous montrent que dans ce graphique, ce que l'on peut voir, c'est que dans les cases en jaune, nous avons les grandes familles et les traits représentent la proportion de mélanges que l'on a retrouvé qui reliaient ces différentes familles. Et donc, en se basant sur ce graphique, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 50% des mélanges sont des mélanges entre céréales et légumineuses et que 33% sont entre des légumineuses à graines et des céréales en C3 et que 17% sont entre des légumineuses, plantes de service et des céréales en C3. Qu'est-ce qui explique ce résultat? Ce résultat s'explique par essentiellement 2 raisons. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, la production, elle est essentiellement basée sur l'azote. Et donc, la production, de façon générale, est basée sur l'azote. Et les agriculteurs cherchent à faire entrer de l'azote dans leur système. Et donc, en faisant des mélanges, ils essaient à chaque fois de le faire avec une légumineuse. Le deuxième critère, c'est le fait que l'architecture des légumineuses est compatible complémentaire de celle des céréales, ce qui fait qu'aujourd'hui, les légumineuses sont beaucoup associées aux céréales. Le deuxième résultat est celui du nombre d'espèces qui constituent un mélange. De la gauche à ma droite, c'est le nombre d'espèces. Et on voit qu'aujourd'hui, l'essentiel des mélanges sont des mélanges binaires. Donc, on voit 84% des mélanges sont des mélanges avec 2 espèces. Et plus on augmente le nombre d'espèces qui constituent le mélange, on diminue le nombre de mélanges que l'on rencontre. Cela s'expliquerait par des facilités techniques. Comme je l'ai dit, premièrement, lorsque l'on augmente des mélanges et le nombre d'espèces pour constituer un mélange, on augmente la complexité du système. Et donc, il y a un certain nombre de facteurs, donc des phénomènes de compétition qui vont potentiellement s'augmenter et on a du mal à bien les caractériser. Le deuxième élément qui explique cela, c'est que le matériel agricole aujourd'hui est conçu pour pouvoir fonctionner sur des cultures à une seule espèce. Et lorsque l'on a des mélanges, le matériel n'est plus adapté et donc augmenter le nombre d'espèces constitutives d'un mélange au-delà de 2 constituerait un problème pour les agriculteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des mélanges sont des mélanges binaires. Pour le type d'agriculture, ces graphiques en fait représentent pour les 2 types d'agriculture, agriculture conventionnelle et agriculture biologique, les services qui étaient rendus dans les mélanges qui étaient présents dans notre base de données. Donc, il y a pas mal de couleurs. Donc, en allant des services liés à l'augmentation du rendement, à la pollinisation et à la gestion des adventices. Donc, je précise encore, c'est les services qui ont été rendus dans les mélanges que nous avons étudiés.
on va plutôt se focaliser sur trois services. C'est le service rendement qui est en bleu, le service adventice qui est en rouge et le service azote qui est en vert. Ce que l'on peut constater, c'est que pour les deux types d'agriculture, que l'on soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, c'est ces trois services-là qui étaient les plus rendus par les mélanges. Avec une petite différence, c'est qu'en agriculture biologique, on avait plus de la régulation des adventices que de l'augmentation du rendement. Qu'est-ce qui explique le fait que l'on ait plus de régulation des adventices par rapport à l'augmentation du rendement quand on passe de l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle? C'est le fait qu'en agriculture biologique, les acteurs n'ont pas le package technologique, donc les phytos qui permettent de gérer ces adventices. Et donc, la mise en place des mélanges a pour la plupart du temps objectif de gérer ces adventices-là qui aujourd'hui représentent le bioagresseur qui pose le plus de pertes de rendement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre? On peut retenir qu'on a une faible diversité des types de mélanges, que trois services écosystémiques majeurs sont recherchés: gérer les adventices, recycler l'azote et augmenter les rendements. Et un troisième point qui est l'utilisation des sources de données hétérogènes que je n'ai pas présenté dans le cadre de ces résultats, mais dans le manuscrit, vous aurez pu le voir que nous avons des données qui étaient plus ou moins différentes en fonction des différents acteurs. Et cela a mené parfois à avoir une complémentarité dans la production de la source de connaissances et d'identifier des différences de pratiques entre les acteurs, notamment les scientifiques et les praticiens. Après le chapitre 2, nous avons voulu comprendre comment fonctionnaient les mélanges. Et donc, pour ce faire, nous sommes basés sur les résultats que nous avons obtenus dans le chapitre 2 et nous avons identifié un certain nombre d'espèces. Donc, cette identification, le premier critère que nous avons mobilisé, c'était notamment de travailler sur une diversité de familles, mais aussi de travailler sur des mélanges qui n'étaient pas très étudiés. Donc, on peut voir le pourcentage des mélanges qui se rencontraient et qui étaient rencontrés dans la base de données et impliqués dans les mélanges. Et après, et aussi, on a tenu compte aussi de l'architecture et du mode d'insertion, ce qui nous a permis d'identifier ces 6 espèces que nous avons conduites en expérimentation. Donc, dans le chapitre 3, on avait pour principale question, notamment pour traiter de ces 6 espèces, comment varient les valeurs de trait des espèces lorsqu'elles sont en mélange. Dans la littérature, ce qui est fait aujourd'hui en termes de travaux sur les mélanges d'espèces sont des travaux qui s'intéressent à la performance. Très peu de travaux s'intéressent à comment fonctionnent les plantes quand elles sont en mélange. Donc, on a des exemples de travaux qui s'intéressent au fonctionnement des mélanges. Et nous avons voulu se baser justement sur ces approches expérimentales et pour comprendre le fonctionnement des mélanges en étudiant une diversité d'espèces. Pour ce faire, nous avons mené une expérimentation sur 2 années, une année à Grillon en 2021 et une année à Versailles en 2022. Et le dispositif était le suivant. Donc, nous avons les 6 espèces que nous avons testées. Donc, c'est le lin, le pois, la cameline, le sarrasin, l'avoine et le lupin. Ces 6 espèces étaient tous présents en pur et nous avons constitué des mélanges binaires. Ces mélanges binaires étaient des mélanges le lin pois, cameline sarrasin et le lupin avoine. Donc, les conditions de semis étaient les suivantes. C'était de l'arrangement, c'était des semis sur le même rang et un design substitutif. Et le mélange lupin-avoine, c'était un mélange qui a été semé en hiver et les 2 autres mélanges, c'était des mélanges semés au printemps. Les mesures que nous avons réalisées, c'était des mesures liées à la biomasse à la floraison, la hauteur maximum, la vitesse de croissance en hauteur, la surface foliaire, le taux de couverture. Comment... Et ces mesures que nous avons réalisées, nous les avons identifiées dans le chapitre 1 parce que dans le chapitre 1, nous avons organisé des ateliers de partage de connaissances. Et lors de ces ateliers, les acteurs nous ont permis d'identifier un certain nombre de traits qui étaient importants pour réaliser un certain nombre de services écosystémiques. Donc, en se basant sur ces ateliers, nous avons choisi
ces traits que nous avons décidé de mesurer. Ce n'est pas le seul, mais on s'est focalisé sur cela. Et donc, on avait des mesures, ça peut bien marcher. On avait des mesures en dynamique et des mesures ponctuelles. Le premier résultat que l'on peut avoir, c'est que pour le mélange lupin-avoine, quand on passe d'une culture pure à une culture en mélange, la culture pure ici est représentée par les box plots en gris et la culture en mélange est représentée par les box plots en orange. La première ligne, c'est la surface foliaire, la deuxième, c'est la hauteur et la troisième, c'est la vitesse de croissance. Ce que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on passe d'une culture pure à une culture en mélange, la valeur de trait a tendance à diminuer et diminue significativement entre la culture pure et la culture en mélange. Par contre, pour le mélange lin-pois, le même code couleur, les mêmes traits, quand on passe d'une culture pure à une culture en mélange, il n'y a pas de différence significative entre les valeurs de traits mesurées en pur comparées aux valeurs en mélange. Nous avons donc voulu comprendre ce qui expliquait cela. Nous avons regardé la biomasse à la floraison. Donc, pour les deux mêmes mélanges, le mélange lupin-avoine, et ce qu'on constate, c'est que la biomasse à la floraison, elle baisse significativement entre une culture pure et une culture en mélange. Et pour le mélange lin-pois, la biomasse à la floraison n'a pas varié significativement entre la culture pure et le mélange. Et donc, on peut donc justifier la variabilité des traits que nous avons observés par un niveau de compétition qui était élevé pour le mélange lupin-avoine et moins de compétition dans le mélange lin-pois. Et après cela, nous avons aussi essayé de voir comment les espèces étaient classées. Est-ce qu'en passant d'une culture en mélange, les traits variaient de telle sorte à ce que l'ordre des traits et l'ordre des espèces varie énormément? Et ce que nous avons constaté, c'est que pour ces trois traits, surface foliaire, hauteur et vitesse de croissance, les rangs étaient respectés entre les différentes espèces. Qu'est-ce que ça veut dire que les rangs étaient respectés? Si je prends un exemple ici, si j'ai trois espèces, une haute, une intermédiaire et une basse, et que je les mets en mélange, la haute va toujours rester première, l'intermédiaire va rester intermédiaire et la basse va rester troisième. Donc, même si les valeurs de trait baissent, l'ordre est gardé entre les valeurs de trait. Après avoir répondu à cette question, nous nous sommes posé une autre question qui est comment on peut définir des règles d'assemblage des mélanges à partir des valeurs de trait mesurées en culture pure. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé deux indicateurs. Donc, l'indicateur valeur moyenne pondérée, que nous allons appeler ici moi. Et cet indicateur, en fait, elle est représentée ici. Ce que l'on peut voir, c'est que pour deux espèces, l'une qui fait 150 cm et l'autre qui fait 80 cm, la moyenne, lorsqu'elles sont semées en pur, 50-50. Lorsqu'elles sont semées en mélange, pour une densité de 50-50, la moyenne fera 115 cm. Ensuite, on a la divergence fonctionnelle qui, en fait, ici, représente la différence de valeur qu'il y a entre deux traits de deux espèces. Donc, un exemple, c'est on a une espèce qui fait 150 cm, une autre qui fait 80 cm, elle sera de 70. J'introduis ici la notion de convergence et de divergence. Lorsqu'on a deux espèces qui sont très différentes, donc la différence entre les valeurs de trait sera grande, donc on parlera de divergence. Et lorsque les deux espèces sont très proches, la différence entre leurs valeurs de trait sera petite, on parlera dans ce cas de convergence. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que pour voir comment on pouvait utiliser ces indicateurs pour concevoir des mélanges, nous avons calculé ces indicateurs en se basant sur des valeurs de trait mesurées en pur et en les recalculant en se basant sur les valeurs de trait mesurées en mélange. Et après, nous avons comparé ces deux modes de calcul, donc le moi pur versus le moi mélange et la diff pure versus la diff en mélange. Et donc, nous avons calculé cela pour encore les trois traits dont je vous avais parlé, surface foliaire, hauteur et vitesse de croissance. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que pour le mélange Kamlin-Sarrazin et le mélange lin-pois, pour les deux indicateurs, lorsqu'on les calcule en se basant sur des valeurs de trait en pur, il n'y a pas de différence que lorsqu'on les calcule en se basant sur les valeurs de trait en mélange. Ce qui veut dire que pour ces mélanges,
on pourrait utiliser ces indicateurs on peut utiliser les valeurs de traits impurs pour concevoir, pour réfléchir leur conception en mélange. Par contre, pour le mélange Lupin-Avoine, notamment pour l'indicateur moi, on se rend compte que lorsque l'on utilise des valeurs impures pour calculer cet indicateur et que l'on le recalcule en utilisant des valeurs en mélange, il y a une différence significative, ce qui veut dire que les espèces pourraient ne pas se comporter comme on s'y entendait en se basant sur des valeurs impures pour les concevoir. Et donc, cela pourrait s'expliquer par une forte plasticité des espèces qui ferait que ces espèces-là varient beaucoup. Et donc, dans ce genre de situation, on ne pourrait pas utiliser les indicateurs, les valeurs de traits impurs pour calculer, pour réfléchir les conceptions en mélange. De ce chapitre, qu'est-ce que l'on peut retenir? On retient que les traits fonctionnels évoluent différemment selon les mélanges, que les fortes compétitions font baisser les valeurs de traits, que le classement des espèces est en général maintenu entre le pur et le mélange. Après avoir compris comment pouvaient fonctionner les espèces en mélange, nous sommes focalisés sur deux services écosystémiques dans le cadre de la thèse. Il s'agit d'améliorer les flux d'azote dans le mélange et de gérer les adventices. Dans le cadre de ma présentation, je me focaliserai sur l'amélioration des flux d'azote dans le mélange. Comment nous avons choisi ces deux services écosystémiques? Dans le graphique que je vous avais montré dans le chapitre 2, on avait identifié deux services écosystémiques qui étaient intéressants et nous nous sommes focalisés sur ces deux services écosystémiques et nous allons mobiliser les indicateurs moi et diff pour comprendre comment on peut assembler ces espèces dans le mélange. Dans le chapitre 4, la question que nous nous sommes posée, c'est quels sont les traits et fonctions impliqués dans la réalisation des services écosystémiques d'amélioration des flux d'azote et de régulation des adventices. Donc, on se base sur le schéma fonctionnel que je vous ai présenté au début. Donc, on part du service régulation de l'azote, régulation des adventices ou amélioration des flux d'azote. Et dans notre cas, amélioration des flux d'azote, identifier les fonctions, les traits et les pratiques agronomiques et environnementales qui impactent ces fonctions. Et donc, pour construire ces arbres fonctionnels, nous avons organisé des ateliers de partage de connaissances, deux cycles d'ateliers pour chaque service écosystémique, avec pour objectif d'intégrer à la fois des connaissances scientifiques et empiriques, de synthétiser de la connaissance existante et de produire des connaissances actionnables. Pour ce faire, nous avons invité un certain nombre d'acteurs, donc des conseillers, des agriculteurs et des scientifiques. Et ce que nous avons fait, c'est qu'en atelier, nous avons demandé aux différents acteurs, pour améliorer les flux d'azote, quelles étaient les fonctions qui étaient importantes, quels étaient les traits qui étaient importants et quelles étaient les pratiques agronomiques et environnementales dont il fallait tenir compte. Une première sortie que l'on a obtenue, c'est un tableau de ce type-là avec toutes les interactions, tous les traits, toutes les pratiques que l'on pouvait avoir. Et en se basant sur cette sortie, nous avons utilisé de la biblio pour harmoniser les terminologies, clarifier et regrouper les fonctions lorsqu'on le pouvait, et ce qui nous a permis d'avoir une première version de l'arbre qui, je vous présente ici. Donc, en bas, c'est le service améliorer les flux d'azote. Le premier niveau représente les métafonctions. Comme je l'ai dit, on a regroupé des fonctions. Et le deuxième niveau, qui est le niveau en vert, représente les fonctions. Pour améliorer les flux d'azote, les différents acteurs ont montré qu'il fallait remplir 3 métafonctions, à savoir favoriser et diversifier les sources d'azote dans le mélange, réduire les pertes d'azote dans le mélange et améliorer l'efficacité d'utilisation de l'azote. Et comme ces métafonctions sont liées à des fonctions, et ces fonctions sont liées à des traits que ces acteurs nous ont permis d'identifier. Et après avoir identifié les traits, les acteurs nous ont permis d'identifier également les pratiques agronomiques et les conditions de l'environnement, pratiques agronomiques en rose et les conditions de l'environnement en bleu. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une première version de l'arbre fonctionnel. Et jusqu'à ce stade, nous avons identifié les traits fonctionnels, mais on ne sait pas comment on les assemble pour pouvoir concevoir des mélanges. Donc, nous avons fait un focus sur les traits fonctionnels avec une question qui est comment les traits impliqués dans l'amélioration des flux d'azote
de régulation des adventices doivent-ils être assemblés pour effectivement rendre ces services? Et donc, pour cela, on s'est fait aider par ces deux indicateurs, moi et diff, en demandant aux différents acteurs, une deuxième fois en atelier, d'identifier quelles sont les valeurs moyennes qu'il fallait avoir pour pouvoir rendre les fonctions et quelle était la relation que l'on pouvait avoir, que l'on devait avoir pour rendre ces fonctions. Donc, pour ces relations de diff, on parlera de convergence et de divergence, comme je vous l'avais expliqué, convergence lorsque on veut des traits qui vont dans le même sens et divergence des traits qui vont dans des sens différents. Et donc, cet atelier nous a permis en fait d'identifier les règles d'assemblage en se basant sur ces deux indicateurs. Et après, pour consolider cela, parce qu'il y avait parfois des divergences entre les différents acteurs, nous avons fait une confrontation avec la littérature scientifique, ce qui nous a permis en fait d'identifier les valeurs de moi et de diff qualitatives souhaitées pour chaque trait. En termes de résultats, donc, la première partie de ce tableau représente l'arbre fonctionnel que je vous avais présenté, donc avec les métafonctions et les traits. Et pour chaque trait, les différents acteurs nous ont permis d'identifier si on voulait une valeur forte de la moyenne ou faible. Pour la divergence fonctionnelle, est-ce qu'il fallait avoir de la convergence ou de la divergence? Et donc, par exemple, si je prends la fonction minéralisée, les résidus de culture, et que je me focalise sur la valeur moyenne, on peut voir que pour cette fonction, on a la biomasse potentielle, on cherche une valeur forte. Le ratio C sur N, on cherche une valeur faible. Le ratio feuilleté, on cherche une valeur forte. Après, pour la fonction améliorer l'absorption de l'azote du sol, pour les différents traits, type de racine, densité racinée, profondeur d'enracinement, on veut une divergence. Et pour la plante nitrophile, on veut une convergence. Donc, c'est ces différents éléments qui représentent les règles d'assemblage qu'il faudrait avoir entre les traits pour pouvoir pour pouvoir atteindre le service écosystémique recherché. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce chapitre? C'est que l'approche fonctionnelle a permis de construire des règles d'assemblage des traits en définissant pour chaque trait les valeurs des indicateurs moi et diff souhaités. L'hybridation des connaissances a permis de synthétiser les connaissances détenues par différents acteurs. Les ateliers de partage de connaissances sont originaux dans la mesure où ils permettent la prise en main d'éléments très conceptuels par des acteurs qui ne sont pas forcément familiers avec cette approche et de décontextualiser des connaissances spécifiques pour les rendre génériques. Et donc, après cette phase de production des connaissances et des règles d'assemblage que nous avons construites, nous avons voulu utiliser ces connaissances pour proposer un outil qui s'appelle Ecosystemix, qui permettra en fait aux praticiens de pouvoir concevoir eux-mêmes leur mélange. Et donc, dans Ecosystemix, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis de 6 espèces, à savoir le blé, le colza, la févrole, le pois, l'avoine, le sarrasin. Nous avons construit une base de données de traits impurs et nous avons effectué tous les mélanges bispécifiques possibles entre ces 6 espèces. Nous avons retiré les doublons, ce qui nous en fait 21. Et après, en se basant sur la base de données de traits impurs que nous avons construite, nous avons calculé les indicateurs moi et diff pour ces 21 mélanges. Dans le chapitre 4, nous avions l'information des valeurs moi et diff souhaitées. Et donc, en comparant les indicateurs moi et diff calculés et les indicateurs moi et diff souhaités, nous avons donné une note d'indicateurs calculés. Et cette note d'indicateur, c'est la porte d'entrée des arbres fonctionnels. Donc, pour chaque trait, on a un indicateur calculé qui va permettre d'avoir un niveau de fonction et après la note du service. Et à la fin, l'outil permettra en fait de classer un certain nombre d'espèces de mélanges en fonction des services écosystémiques qui pourraient potentiellement être rendus. Donc, on peut identifier les différents chapitres qui ont été mobilisés dans le cadre de la construction de l'outil. Dans le premier arbre fonctionnel que je vous ai présenté, on avait les pratiques agricoles et les conditions de l'environnement. Dans le cadre de la thèse, nous n'avons pas pu intégrer ces pratiques
agricoles et les conditions de l'environnement. Et donc, les simulations que nous avons faites sont essentiellement basées sur les valeurs de trait. Et donc, au final, on obtient un résultat de ce type-là, qui est aussi la conclusion de ce chapitre, et qui est un résultat préliminaire qui est toujours en phase de maturation. Mais ce que l'on peut constater, c'est que quand on regarde le classement qui a été fait à partir de la simulation, c'est que les espèces, les cultures en pur que j'ai représentées en vert sont pour la plupart du temps classées en dessous des mélanges. Cela s'expliquerait par le fait qu'on a on a une diversité fonctionnelle qui est plus élevée dans les mélanges. Et comme je l'ai dit, ce travail est préliminaire et différents aspects doivent être améliorés avant de permettre son utilisation, notamment intégrer les conditions agronomiques et environnementales, évaluer les sorties de cet outil, parce que nous avons fait le premier travail de simulation, mais nous ne les avons pas évalués, et augmenter le nombre d'espèces dans l'outil en intégrant d'autres espèces que les 6 espèces que nous avons considérées. En termes de bilan et perspectives, pour conclure cette présentation, pardon, le premier élément, c'est l'approche méthodologique complémentaire que nous avons mobilisée. Dans le chapitre 2, on a fait une analyse, on a analysé une base de données. Dans le chapitre 3, on a utilisé une expérimentation. Dans le chapitre 4, c'est des ateliers de partage de connaissances. Et dans le chapitre 5, c'est de la modélisation et du développement informatique. Et ces différentes méthodes nous ont permis soit de tester des hypothèses, soit d'orienter l'étude que nous étions en train de mener, ou de comprendre notamment le chapitre 4 à travers les ateliers de partage de connaissances qui nous ont permis en fait de comprendre des systèmes complexes. Le deuxième élément, c'est des éléments par rapport à l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle nous a permis premièrement, notamment l'approche très fonction-service, de traduire un système complexe en un système simplifié en priorisant les éléments clés. Donc, en priorisant des traits, parce qu'il y en a pas mal de traits. Et cette approche nous a permis de cibler clairement les traits qui avaient un impact pour notre étude. Le deuxième élément, c'est que l'approche fonctionnelle a permis de construire des connaissances génériques sur la variabilité des traits entre pur et mélange, de construire des arbres fonctionnels utilisables dans différents contextes et d'aborder une grande diversité de mélanges. Le troisième élément que l'on pourrait discuter dans cette thèse, c'est l'approche d'agrégation et d'hybridation des connaissances. Nous avons montré que cette approche elle était intéressante parce qu'elle a permis de mobiliser différents acteurs et a permis d'avoir une complémentarité de la connaissance. Premièrement, parce que les praticiens ont apporté de la connaissance qui était issue de leur expérience et les scientifiques ont apporté de la connaissance qui était plus conceptuelle, qui est issue de leurs travaux. Ensuite, ce que l'on peut retenir, c'est que construire des savoirs en confrontant l'expertise empirique avec celle scientifique est un bon moyen de créer de la connaissance, appropriée et localement adaptée, actionnable et à moindre coût. En termes de perspective de recherche, j'ai classé en perspective scientifique et opérationnelle. La perspective scientifique sont les perspectives qui sont liées notamment à la quantification des services écosystémiques, parce que nous, dans le cadre de nos travaux, la plupart de tout ce que nous avons fait, c'est des notes de services que nous avons données, et la manière dont nous l'abordons ne permet pas en fait de quantifier clairement le niveau de réalisation des services écosystémiques. Et donc, quantifier les services écosystémiques permettrait de susciter une volonté de changement chez les agriculteurs, mais aussi d'aider à la prise de décision. On pourrait élargir cette étude à d'autres traits, notamment sur le fait que dans mon expérimentation, je me suis focalisé que sur les traits aériens. Par contre, on a bien vu que dans les traits qui ont été identifiés comme importants par les acteurs, nous avons des traits souterrains tels que les traits racinaires. Et donc, il serait intéressant d'élargir ces études aux traits racinaires. Et on pourrait aussi tenir compte de l'amélioration génétique des traits qui ont une bonne aptitude au mélange, notamment pour réfléchir la conception des mélanges. Et des perspectives plus opérationnelles, donc une démarche remobilisable, remobilisable, comme je l'ai dit. Nous avons travaillé sur des services, azote et adventice. On pourrait le remobiliser pour d'autres services, maladies, insectes, etc.
et intégrer aussi les 10 services parce que dans les mélanges, il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi des 10 services. Et donc, il faudrait bien intégrer les 10 services dans l'étude pour que les acteurs puissent évaluer est-ce qu'il y a plus de 10 services que de services écosystémiques en faisant un mélange ou pas. Et pour la suite du développement de l'outil, comme je l'ai dit, intégrer les conditions de l'environnement, évaluer les sorties de l'outil et augmenter le nombre d'espèces dans l'outil. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette thèse et mes encadrants, les stagiaires, les techniciens, toutes les personnes. Et voilà, merci.